En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015, à seulement $4. De la propre de notre chambre également. À nos anciens présidents de la République élus. Tout était aussi élu. Ici, on parle de la qualité de l'élection. Ce traitement ne doit pas être violateur des lois fondamentales. Parce que les lois fondamentales, parce que ça voudrait dire que un président serait en droit de faire n'importe quoi pendant qu'il est au pouvoir, étant assuré qu'après son pouvoir, il est protégé par la loi du Tigre. Il faudrait que les limites à cette protection soient claires. Parce que bien qu'étant sénateur à vie, il reste justiciable. On fixe clairement les limites, vraiment nous le ferons avec les amendements. Mais j'aimerais, au niveau des principes, déjà que nous nous mettions d'accord sur ce fait. Il ne s'agit pas de créer un super citoyen au-dessus des lois qui n'est redevable de rien. Il s'agit plutôt d'augmenter une certaine protection, de certaines garanties. Sachant qu'aujourd'hui c'est Joseph Kabila, demain ça peut être n'importe quel autre citoyen congolais, Habibi ou autre. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Le caractère suspicieux de la motivation de cette loi. Vous savez, pour revenir à ce que disait mon prédécesseur tout à l'heure, il s'agit ici de préciser le statut d'un chef d'État et en l'occurrence des anciens chefs de l'État. Et ce débat, il n'a pas eu lieu en République démocratique du Congo. Même dans les pays démocratiques actuels, on en parle. Le statut du président ou le statut de l'ancien président de la République. Donc il ne s'agit pas ici d'une nouveauté. Mais moi, ce que je regrette, j'aurais voulu, au niveau de la ratio legis, Monsieur le Président, que l'on soit positif. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait, on aurait voulu ici, dans cette proposition de loi, c'est d'améliorer ou de préciser le statut du chef de l'État, non pas par rapport aux intentions qu'on lui prête. Ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça, chers collègues. C'est compte tenu de la reconnaissance au service rendu à la nation pendant qu'il était au pouvoir. C'est ça la motivation. Il a rendu d'éminents services. Et d'ailleurs, dans votre
exposé tout à l'heure, vous vous contredisez. Parce que tantôt, vous êtes suspicieux et vous faites allusion aux autres chefs d'État à travers l'Afrique. Et puis vous revenez encore sur ce qu'aurait dû être la loi, c'est-à-dire comment préciser le statut du chef de l'État, quels avantages accorder à une personne qui a rendu d'immenses services à la nation. C'est ça la question que je veux dire. Donc, quand vous dites avantages matériels, la crainte de poursuites judiciaires, mais vous êtes à côté de la plaque. Parce que je n'étais pas tout à fait totalement d'accord avec ce qu'a dit mon prédécesseur. Mais quoi qu'il en soit, vous n'accorderez jamais une immunité absolue à un ancien chef d'État. Donc il n'est pas à l'abri de poursuites. Vous comprenez? C'est ça le problème. Et puis en plus, les avantages matériels, ça a un peu une connotation très péjorative. Déjà, il a été peut-être 5 ans ou 10 ans au pouvoir, on ne peut pas dire que, même sans ces avantages-là, je ne pense pas du tout qu'un chef d'État qui a été 10 ans au pouvoir va être malheureux. Mais ce n'est pas non plus exclu, ce n'est pas mauvais qu'on lui accorde certains avantages, justement, en reconnaissance au service. 3 sénateurs à vue. Ça devait, n'est-ce pas, le contenter pour ne pas faire autre chose parce qu'il est déjà sénateur à vie. Donc je ne vois pas quelle ouverture ces textes donnent pour créer un statut dans un statut, du moins constitutionnellement. Il cite encore l'article 122.108. Les mandats du député et les mandats des sénateurs. Irrélevant. Je prends l'article 122. Point 1. Les droits civiques et les garanties vont accorder aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Quel rapport? Le point 6. La détermination des infractions et des peines. Mais nous sommes ici en plein droit pénal, à moins que nous soyons, on va y arriver peut-être dans le droit constitutionnel pénal ou dans le droit pénal constitutionnel. Mais ce n'est pas le cas ici. Même le point 14, lorsqu'on veut y aller, sinon ce texte sera recalé par la Cour constitutionnelle. Parce que ce texte n'a pas que des amis. Alors, par contre, l'absence de fondement constitutionnel peut ouvrir la brèche à l'inconstitutionnalité de ces textes. D'abord, ces textes créent des enclaves dans une situation qui est déjà réglée. Je prends simplement le cas des articles 12. Les collègues disent dans l'introduction, dans l'exposé motif, qu'ils veulent renforcer les immunités. Mais la loi ne vient pas renforcer la Constitution. La Constitution, elle est socle. Donc si une loi doit venir, elle doit intégrer la Constitution et non devenir un texte méta ou supra-constitutionnel. Lorsque il dit, il veut réduire, donc, il dit quelque part, elle consacre ses fins l'immunité judiciaire, notamment par la réduction des cas dans lesquels les anciens présidents élus peuvent être poursuivis. Mais non, ce que la Constitution a dit, la loi ne peut pas retrancher. Ça s'appelle violation de la Constitution. Le statut pénal du chef de l'État en fonction et peut-être ancien est déjà réglé par la Constitution. On distingue les infractions qui ont des liens, comme dit l'article 164 et suivant. Je peur que non seulement on ait une immunité absolue, mais qu'on tombe totalement dans l'impunité. Or, nous sommes dans une république. Veut-on instaurer une monarchisation du pouvoir? Parce que dans ces cas-là, il faut que le président accepte de devenir irresponsable en tout et pour tout et inactif. Ce n'est qu'à ces conditions. Mais étant la clé de voûte du système et assumant en plein temps de responsabilité, il doit répondre conformément à la Constitution. Faire autre chose,
c'est ouvrir le boulevard à toutes les dérives. Et les collègues, cela dit, je crois que avant de relever les faiblesses, il faut d'abord élever le force. L'initiative est très louable. Il s'agit de chercher les voies et moyens susceptibles de consolider notre démocratie en trouvant une solution, n'est-ce pas, au statut de l'ancien président, d'autant plus que les statuts de sénateur à vie ne semblent pas rassurés. Mais par contre, il fallait trouver un très bon encadrement constitutionnel, un fondement. Et les fondements soulevés, présentés par notre collègue me semblaient irrélevants. Peut-être au niveau de discussion, on va trouver. Il s'agit éventuellement du statut ou de la protection sociale, en sécurité sociale du président, mais aborder les questions des immunités qui sont déjà prévues de la Constitution, aller au-delà de cela nous mettait mal à l'aise par rapport à la Constitution. Voilà un peu notre difficulté. Alors, quels sont les avantages particuliers que cela présente en dehors de tout ce que les sénateurs à vie? Mais, selon l'auteur, il fallait aller au-delà, qu'il ne soit pas poursuivi aussi bien pour les infractions de politique, mais les infractions de droit commun. C'est ce que ne dit pas la Constitution. Il fallait lui accorder immunité même sur les crimes internationaux, ne pas pouvoir, par exemple, les rendre justiciables de juridiction internationale. Ça, c'était aussi difficile par rapport à l'ensemble des traités que nous avons conclus. Donc, il y a toutes ces questions-là qui ne concordent pas à la lettre et l'esprit de la Constitution, qui devaient être revues et qui doivent être revues pour que nous puissions avoir un texte, n'est-ce pas, potable. Honorable, mais pour terminer, on n'arrive pas au niveau. C'est une proposition. Déjà en 1960, il y avait une loi spécifique au président Kasavubu qui lui donnait une pension à vie. C'est ça, la question de sa sécurité sociale doit être distinguée avec la question de son statut pénal qui est déjà réglé par la Constitution. C'est ça un peu les distinguos qu'il faut faire et qu'on va faire. Les avantages matériels, protocolaires peuvent être réglés dans cette loi sur la sécurité sociale et non aborder des questions notamment qui arrivent pratiquement à un schéma d'impunité. Est-ce que c'est... En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015 à seulement $4.